Ouais, Mamaï, Guadeloupe, Martinique, Guyane, bel bonjour. Bel bonjour pour vous autres toutes là. Et nous, quand à remercier les autres pour assiduité les autres, pour encouragement les autres, puisque chaque les autres croisés nous, autres cadres nous, félicitations pour le travail là nous qu'a faire. Donc, je salue les téléspectateurs de Télé Antilles, d'où qu'ils soient. Voilà. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Avocat Télé Antilles, j'ai avec moi Maître Valche Vanessa. Donc, Maître, je vous laisse vous présenter pour ceux qui ne vous ont pas encore vu à l'écran. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Vanessa Valche, je suis avocate depuis une dizaine d'années. Donc, je suis installée à Clichy. Donc, j'ai un cabinet donc qui va bientôt grandir puisqu'on s'associe avec deux associés. On sera donc 3 avocats, une collaboratrice, Oui. pour toucher plusieurs champs du droit. Le droit du travail, Oui. le droit de la famille, le droit pénal, le droit des accidents du travail Oui. et la réparation du préjudice corporel, notamment dû à des infractions, des accidents de la circulation. D'accord. Ce sont différents thèmes que nous aborderons dans les émissions à venir, puisque maintenant que vous avez ce panel très large, ça nous permettra d'aborder tous ces thèmes pour vulgariser un peu auprès des téléspectateurs de Télé Antilles, afin qu'ils puissent avoir des informations en amont d'une intervention de votre part ou de la part d'un de vos collègues. Donc, Maître, je vous présente le déroulé de l'émission aujourd'hui. Donc, nous verrons l'affiliation. Nous parlerons dans un premier temps de l'affiliation, ensuite de la recherche de paternité, la contestation, puisqu'on peut contester aussi, comment faire, etc. Et les types d'adoption, les différents types d'adoption. Donc, pour l'affiliation, c'est vrai qu'on entend parler de filiation, on connaît le mot filiation, mais que veut dire la filiation? Parce qu'on entend parler de filiation, mais donnez-moi la définition de la filiation. Alors, la filiation, c'est une définition donc qui est juridique, qui est un lien juridique qui va s'établir entre un enfant et un parent. Oui. Et ça peut être différents types justement de parents. Ça Ouais. peut être le parent biologique. Oui. Ça peut être un parent dont la construction est plus juridique, liée notamment à une possession d'État, la personne qui s'est comportée comme le parent. Oui. Donc c'est plus large qu'une notion de simple lien biologique. Mais ça voudrait dire Filiation. qu'il y a, Maître, excusez-moi, différents types de filiation, ou la filiation, c'est la filiation, il n'y a pas le type de contentieux comme on peut lire ou autre, si? Alors, déjà, pendant longtemps, le droit a fait la distinction entre la filiation qui était naturelle et la filiation légitime. La filiation légitime, c'était celle qui était liée au mariage, et naturelle, c'était tout ce qui était hors mariage. Il n'y a plus cette distinction-là. Ah, Il y a un principe d'égalité des filiations. oui. Après, toutes les filiations ne s'établissent pas de la même manière. Ah. C'est surtout ça aujourd'hui qu'on distingue. Mais finalement, les droits et les devoirs de Quel que soit l'enfant le cas. et du parent liés par cette filiation sont les mêmes. Ce Et ça, sont les c'est mêmes. très important. C'est un principe important de notre droit aujourd'hui, d'égalité de toutes ces filiations. D'accord. Et cette évolution, elle a eu lieu quand alors? Si on reprend la chronologie de la loi, s'il y a une loi là-dessus. Alors, c'est l'article. Oui, il y a un article 6.2 du Code civil qui est issu de la loi du 2 août 2021. Oui. Donc, qui rappelle bien ce principe, vraiment, c'est affirmé dans le Code civil, d'égalité de toutes les filiations. Et en fait, vous n'avez plus maintenant dans le Code civil de on ne parle plus de filiation légitime ou filiation naturelle. C'est des mots qui ont disparu du Code civil. Mais quand on parle au niveau de la filiation, il y a la reconnaissance derrière. Alors, la reconnaissance, ça peut être un type d'établissement de la filiation, en effet. D'accord. Mais on n'a pas que la reconnaissance. La reconnaissance, c'est notamment le fait pour un parent qui n'est pas marié. Oui. Donc, de reconnaître, ça peut être avant la naissance. C'est la Oui. reconnaissance anténatale, et on en a Oui. de plus en plus parce que ça facilite les choses comme ça. L'enfant, dès qu'il est né. Donc, paxé,
dans le détail. Pacsés, concubins, ou même des personnes qui ne vivent pas ensemble, qui peuvent reconnaître l'enfant qui est le leur. Oui. La reconnaissance peut se faire aussi après la naissance. Oui. Et si elle est faite après la naissance, elle est faite rétroactivement. C'est-à-dire que ces effets vont être rétroactifs à la naissance de l'enfant. C'est-à-dire que même si l'enfant est reconnu quelques mois plus tard ou même quelques années après, on va considérer que c'est le père depuis la naissance, dans les effets en fait de cette filiation. Donc ça, c'est très important aussi. Oui. Autre chose, donc on a aussi la filiation par l'effet de la loi. Oui. Et celle-ci, c'est la présomption de paternité du mari. D'accord, donc les gens si vous avez un couple, les personnes, elles sont mariées, donc là, il y a une filiation automatique. Automatique qui s'appelle la présomption de paternité. Du fait de l'union, du mariage, en fait. Tout à fait. Donc là, il n'y a pas besoin de reconnaissance de la part du mari. D'accord. Par contre, la mère peut décider de ne pas faire établir... Enfin, c'est quand même à la mère de dire au moment de la naissance, quand on vient lui demander, donc, est-ce que vous êtes marié? Et si elle ne souhaite pas faire indiquer le nom du mari sur l'acte de naissance, la présomption de paternité du mari ne fonctionnera pas. Ça, c'est quelque chose souvent que les gens ne savent pas. Écoutez, c'est bien de le savoir, parce que c'est une particularité, et dans les cas particuliers, il faut le citer, pour que les gens le sachent, puisque jusqu'alors, moi, ça m'était inconnu. Je veux dire, comme information, ça m'était inconnu. Je n'avais pas connaissance de cette information. Donc, il est possible de l'écarter. Donc, vous avez un couple. Je suis marié, ma femme, elle accouche, nous sommes mariés. Ma présomption, donc, je ne l'ai pas si ma femme, lors du passage de la personne déléguée des états civils, passe, et si elle ne veut pas que l'enfant porte mon nom, elle peut déclarer l'enfant en son seul nom. Voilà. Mais nous sommes mariés, maître. Mais par contre, le père, s'il s'en rend compte, peut aller quand même faire une reconnaissance. Et s'il fait la reconnaissance, alors, attendez, on reprend. Elle ne fait pas le nécessaire. L'enfant porte son nom. Et moi, si je vais reconnaître l'enfant derrière, ça changera la donne au niveau de l'acte de naissance de l'enfant. Ça changera la donne au niveau de l'acte de naissance. Et après, la mère, à charge pour la mère, sinon de contester cette paternité, parce qu'elle pourra la contester et faire établir donc d'abord via la procédure de contestation de paternité, puis la recherche de paternité, la filiation avec le père véritable de l'enfant. Ah bon, d'accord, c'est bien à savoir, hein, c'est vraiment assez particulier, effectivement, mais dans ce cas, combien de temps il a le père si le constat est fait? Donc, combien de temps a-t-il pour se retourner parce qu'il y a un délai pour déclarer l'enfant, me semble-t-il. Alors, il n'y a pas de délai. Il y a un délai, si vous voulez, par rapport à la question de l'autorité parentale. C'est-à-dire que si on déclare dans l'année de la naissance, on a automatiquement l'autorité parentale. Si par contre on déclare plus d'un an après, cette autorité parentale n'est pas automatique et elle doit être après demandée judiciairement. Alors reprenons. Il y a des gens qui parlent d'une reconnaissance à la mairie dans les 5 jours qui suivent la naissance. Ou alors, je ne sais pas, mais éclairez-nous là-dessus. Alors, parce que le fait d'aller à la mairie déclarer l'enfant, c'est autre chose. Déclarer l'enfant, c'est normalement, c'est le reconnaître en fait. Ce qu'on appelle déclarer l'enfant. Donc là, pour cette action, il y a un nombre de jours. Il n'y a pas de nombre de jours obligatoire pour aller reconnaître un enfant. Donc il n'y a pas de nombre de jours obligatoire. Mais vous voyez ça aussi, a priori, puisque la question m'a été posée en amont, bien sûr, c'est pour ça que je la pose ici. Les gens pensent qu'il y a un nombre de jours après l'accouchement pour aller à la mairie faire la déclaration. Donc, je crois qu'il y a des gens même qui ont eu des problèmes puisque le père est allé, n'a pas reconnu l'enfant et que la mère voulait que l'enfant porte son nom et qu'il a fallu un jugement pour ça, une intervention. Mais ça, on le reverra plus tard puisque la question, elle est posée plus clairement. Donc, elle est posée plus clairement et je la poserai dans la suite de l'émission. Pour la reconnaissance volontaire, donc on en a parlé. Oui. Donc, il y a les faits de la loi, la reconnaissance volontaire. La reconnaissance volontaire. On a également une autre possibilité, c'est la possession d'État. D'accord. Qui peut faire l'objet d'un acte notarié. Oui. Avec 3 témoins qui viendront établir que la possession d'État
est existante depuis un certain nombre d'années. Et c'est quoi une possession d'État ? C'est le fait qu'un parent se considère justement comme le parent de l'enfant, se comporte comme tel et qu'il le fasse de façon notoire, c'est-à-dire vis-à-vis des tiers, vis-à-vis de la famille, que sa famille considère l'enfant comme faisant partie de la famille. C'est ça la possession d'État. Et c'est aussi possible de constituer donc cette filiation via cette possession d'État, qui doit être paisible, c'est-à-dire non équivoque. Donc, et si vous n'avez pas, si la personne n'a pas d'acte de notoriété, comment cela se passe-t-il ? Est-ce que de moi-même, je peux dire, tiens, je vais pour faire jouer cette possession d'État ? Il faut qu'à un moment, il y ait un acte de notoriété pour qu'elle soit je ne peux pas me baser sur des témoignages. Ou alors, on peut la faire établir aussi, là, judiciairement, aussi, cette possession d'État. Mais justement, via les témoignages, on pourra la faire reconnaître. D'accord. Et il y a un délai, il y a un nombre de jours, il y a un laps de temps pour que cette possession d'État puisse, pour qu'on fasse valoir cette possession d'État ? Il faut qu'elle soit bien installée. C'est pas en quelques mois qu'on peut justifier d'une possession d'État. Il faut que ce soit qu'il y ait une stabilité. Donc ça va être plutôt question d'années. D'accord. Donc si je comprends bien, la filiation. Je voulais vous poser la question, mais je crois que vous avez déjà répondu, mais sinon vous allez me répéter la réponse. Est-ce que ça peut être automatique ? La possession d'État ? La filiation. Ah pardon, la filiation. Oui. La filiation automatique, ça va être celle qui est liée à la présomption de paternité et déclarée par la mère. Ça va être une filiation automatique. Oui. On a aussi une nouvelle hypothèse qui est la reconnaissance conjointe de l'enfant. Et ça, c'est dans le cas d'une procréation médicalement assistée. Ah, parce que j'allais vous parler de l'évolution de la société. Justement, puisque c'est une nouveauté. Je voyais justement ma question, donc maître, il y a une évolution permanente de la société, donc ça fait que de nouvelles situations familiales sont à prendre en considération. Oui. D'accord. Et en quoi y a-t-il une différence entre la filiation et la parenté et la parentalité? Parce qu'on parle de parenté, on parle de parentalité. Vous venez de me parler d'assistance. Pouvez-vous nous éclairer là-dessus, nous dépatouiller tout ça, enfin on va le vulgariser pour que nos téléspectateurs comprennent. Donc dans quel cas justement on peut faire valoir son droit avec cette évolution? On parle de genre, on parle etc. Dans quel cas? Si vous pouvez, je ne sais pas si la question n'est peut-être pas claire, mais dans le cadre d'une assistance, qu'est-ce qui juridiquement est valable en fait? Alors, pour simplifier les choses et pour que justement ce type de filiation soit sécurisé et ne puisse pas être mis en cause, et surtout dans l'intérêt de l'enfant, oui. Dans le cas des PMA, il est prévu maintenant, au moment où le couple s'engage dans le processus, qui est en même temps une reconnaissance conjointe qui est faite par acte notarié. Oui. Et donc le parent, qui n'est pas le parent qui porte l'enfant, mais l'autre parent, reconnaît l'enfant dès avant sa naissance, dès l'entrée dans ce processus-là de PMA. Mmh. Et c'est quelque chose sur lequel après il ne pourra pas revenir. Et de même, le conjoint, le parent qui portera l'enfant ne pourra pas non plus revenir là-dessus. C'est-à-dire que ça sécurise l'enfant dans le fait qu'il aura sa double parenté, filiation. D'accord. Et pour les enfants nés sous X? Alors, les enfants nés sous X, là aussi, il y a eu des évolutions. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté le fait de garantir à la personne qui a fait cet accouchement d'avoir une certaine sécurité par rapport à ça. Et il y a également la question de l'accès aux origines. Donc, ça veut dire que l'enfant, mais quand il sera majeur, pourra avoir accès à ses origines, plusieurs éléments que la personne, que la mère biologique aura laissés pour que justement il sache des choses sur son histoire.
Et il faut savoir que cette mère aussi, qui a fait son accouchement sous X, pourra, si elle le souhaite, donner finalement plus d'informations et même donc son identité. Ça permet aussi à la mère d'évoluer. C'est-à-dire qu'au moment où elle accouche sous X, elle ne souhaite pas donner son identité, mais elle peut revenir là-dessus et donner son identité, finalement, lever le voile sur son identité par la suite. Mais là encore, c'est si l'enfant veut le savoir, il y aura accès, mais il n'est pas obligé de... Donc, il peut engager demander. une action donc, aux fins d'établissement de la filiation. Alors, pas aux fins d'établissement de la filiation. C'est vraiment une question de connaissance de ses origines. Mais il ne peut pas aller demander une reconnaissance en fait, de filiation. Ah, il ne peut pas. Il n'y a pas normalement de recherche D'accord. Donc, s'il est né sous X, il ne peut pas engager d'action. En tout cas, par rapport à sa mère. Par rapport à sa mère. D'accord. Parce que je pensais qu'il y avait une possibilité de recours ou autre. C'est ça aussi. C'est une question qui m'a été soumise. Donc, je l'ai posée telle qu'elle m'a été soumise. Mais si vous me dites qu'il n'y a pas de possibilité... En fait, l'idée, c'est qu'il puisse avoir accès à ses origines, des éléments sur son origine, voir sur l'identité de sa mère si à un moment elle l'accepte. Oui. Mais si elle reste sur le principe de l'accouchement sous X, elle doit être sécurisée là-dessus sur le fait qu'il n'y aura pas de lien de filiation qui sera établi. D'accord. Donc on est toujours sur ces deux enjeux qui peuvent paraître des fois contradictoires, mais qui sécurisent aussi ce type d'accouchement. La question suivante concerne les preuves en matière de filiation. Quelles sont-elles ? Alors, en matière de filiation, on a une preuve qui est de plus en plus utilisée parce que c'est une preuve scientifique qui est quasiment irréfutable. Oui. C'est donc la preuve biologique via la recherche des sangs ou génétique. Ou génétique, ADN. ADN. On peut avoir aussi des témoignages. On peut normalement la preuve est libre, donc ça peut être en effet des témoignages en justice de personnes. C'est la présomption, ça ? Alors non, il n'y a pas de présomption là-dessus. C'est le fait que la preuve soit libre. D'accord. Mais maintenant la preuve scientifique est de droit, sauf cas exceptionnel où le juge va considérer que il n'y a pas lieu, elle est de droit quand on est en recherche de paternité. Et une chose importante... C'est pas la dénommée preuve judiciaire, non ? C'est une preuve judiciaire, oui, tout à fait. D'accord. Et si, par exemple, la personne qui doit se soumettre à un test de paternité refuse, le juge en tirera toutes les conséquences. Oui. Et en tirer toutes les conséquences, ça veut dire qu'il considérera qu'en réalité, cette personne qui a refusé de se soumettre au test est le père, puisqu'il refuse parce qu'il sait très bien que... parce que je crois que c'est un fait d'actualité. Bon, je ne citerai pas de nom, mais il me semble avoir lu récemment qu'une personne connue, donc une personnalité du milieu sportif, avait accepté le test parce que autrement, il aurait été déclaré père de l'enfant. Oui. Oui. Il a toujours nié que c'était son enfant. Il y avait des vidéos, il y avait pas mal de photos aussi de lui avec l'enfant, etc. Et je crois que c'est sorti là, c'est la semaine dernière que j'ai dû lire ça. Et effectivement, donc il a accepté le test. Il a finalement accepté le test. Il a accepté le test en se disant que peut-être que finalement il ne serait pas père. Je ne sais pas, il y a peut-être eu des antécédents, j'en sais rien, parce que bon, des fois, on ne sait pas. Oui. En principe, c'est incontournable, c'est fiable. Mais en tout cas, il a bien fait de le faire, parce que de toute façon, s'il ne l'avait pas fait, il aurait été déclaré le père de l'enfant. Parce que la pension demandée, c'est 5 000 € par mois quand même. Mais bon. Oui, et alors, ce qui est important de savoir aussi, c'est que la pension, elle va être versée rétroactivement. Ah ben oui, c'est ça, il y a une rétroactivité. Et dans la limite de 5 ans. Ah oui. Donc, ça commence si c'est 5 000 € par mois pendant 5 ans, en effet, ça fait une somme assez importante. Ah oui. Donc, maître, le second thème est la recherche de paternité. Oui. La recherche de paternité. Alors, qui peut demander une recherche de paternité ?
Alors, déjà, première chose, Oui. si on a une filiation qui est déjà établie, ça va nous limiter éventuellement la possibilité de faire cette recherche. Il faudra d'abord faire une contestation. Je m'explique. Si on a une filiation établie et qu'on a une possession d'État qui la corrobore, qui va dans le même sens et qui existe depuis 5 ans, là, il faut savoir que depuis plus de 5 ans, là, il faut savoir qu'il n'y aura plus de recherche de paternité possible. C'est irréversible. C'est irréversible. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'idée de sécuriser l'enfant aussi, dans l'intérêt de l'enfant. S'il y a quelqu'un même qui n'était pas en réalité son père, mais qui s'en est occupé pendant plus de 5 ans et qui en plus l'avait reconnu ou avait eu une filiation établie automatiquement par la loi, parce que c'est le mari, dans ce cas-là, on ne peut plus revenir dessus, il n'y a pas de recherche de paternité possible. D'accord. Si on est dans le cas où on a une filiation déjà établie avec une possession d'État depuis moins de 5 ans, dans ce cas-là, on peut agir, mais il faut d'abord donc contester la paternité. Donc là, on a un délai de 5 ans maximum après la fin de la possession d'État pour le faire. Et là, l'action, elle appartient à la mère, elle appartient au père qui veut contester sa paternité, enfin à celui avec contre le calme, parce que c'est lui, il dit je suis pas le père. Je suis pas le père finalement, ou au père qui, à la personne qui se prétend le père. Voilà. Donc on a ces 3 personnes qui peuvent agir. Et l'enfant, dans ce cas, qui veut savoir... L'enfant, lui, il est mineur pour l'instant. Donc, et jusqu'à ses 18 ans, alors. Voilà. Alors, l'enfant, lui, dans quel cas il va pouvoir agir ? Il va pouvoir agir dans l'hypothèse où on a un lien de filiation qui a été établi sans possession d'État. Là, dans ce cas-là, il va pouvoir agir jusqu'à ses 28 ans, parce qu'il y a une prescription de 10 ans, mais qu'il va commencer qu'à partir de ses 18 ans. Et il pourra agir aussi s'il n'y a aucune filiation qui n'a jamais été établie paternelle. Dans ce cas-là, il agit pareil jusqu'à ses 28 ans. Jusqu'à ses 28 ans. Mais, maître, on va commencer l'affaire. L'enfant peut le faire jusqu'à ses 28 ans. À 24 ans, il est père. Il a 2 enfants. Il entame la procédure. Il vient à mourir. Qu'en advient-il de cette procédure entamée ? Est-ce que quelqu'un peut prendre le relais ? Ses héritiers peuvent prendre le relais. Pendant combien de temps ? Ses héritiers peuvent poursuivre la procédure. De même que si la personne dont il recherchait la paternité est décédée, il peut agir contre les héritiers de la personne décédée. Seule chose qu'on ne peut pas faire sur une personne décédée, c'est la fameuse recherche scientifique. On ne peut pas utiliser l'ADN d'une personne décédée ou le sang d'une personne décédée. Mais il n'y a pas de dérogation ? Il n'y a pas déjà eu de cas où... Non, la loi, justement, est venue dire non. parce qu'il y avait ça s'est déjà fait. Il y avait eu le cas, en effet. On le sait, le et cas. C'est vrai que ça avait beaucoup choqué. Et le législateur est venu dire qu'on ne pouvait pas faire de recherche sur une personne qui était décédée. En tout cas, pas de recherche scientifique. Pas d'accord. Voilà, donc on n'exhume pas encore. Voilà. Parce qu'il y avait eu l'expérience, enfin on la connaît. Mais donc, ces enfants peuvent prendre le relais du parent du père qui faisait la recherche, son action, puisqu'il n'a pas eu 28 ans. Mais est-ce qu'il peut y avoir une dérogation à cette limite de 28 ans ? Du juge, j'entends. Il peut y avoir exceptionnellement dans des cas très rares, mais il va falloir justifier de pourquoi on n'a pas pu le faire. Mais il ne faut pas compter là-dessus. Je préfère dire qu'on agit jusqu'à ses 28 ans. Ça laisse quand même 10 ans à partir de la majorité pour agir. Et le tribunal compétent, c'est lequel ? C'est le tribunal judiciaire. Voilà, donc c'est une procédure avec représentation obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut un avocat pour être assisté. Ah, c'est ce que j'allais vous poser justement comme question, mais je voulais vous la poser pour ce que nous avons dit en amont. J'ai l'impression qu'il faut toujours un avocat, donc je voulais vous poser la question. Dans toutes les procédures, non, mais en filiation, oui. Dans les procédures liées aux filiations. Depuis le début de notre discussion, quelle que soit l'action à mener, il faudra être assisté d'un avocat. Exactement, oui, tout à fait, dans ces actions-là. Ce sera tout le thème de l'émission, en fait, dans tout ce qu'on dira. Dans tout ce qu'on dira, tout ce qui touche à l'établissement, en tout cas, tout ce qui touche à l'établissement judiciaire, la recherche de paternité, la contestation de paternité judiciaire,
Parce que moi, ma question, c'était l'individu peut-il lui-même faire la démarche Donc, est-ce qu'il peut le faire lui-même? Non, a priori, il faut être assisté. Il faut à avoir partir du un moment où avocat. on saisit le tribunal Oui. en recherche de paternité ou en contestation de paternité, en effet, c'est des procédures avec représentation obligatoire, donc assistée d'un avocat. Donc, tout ce qui découle de la filiation, etc., c'est avocat obligatoire. Donc, messieurs, dames, vous voyez, on a tendance à penser que certaines actions peuvent être menées parce qu'on est de bonne foi, parce que c'est vrai qu'une fois, il y a des gens qui pensent que je peux aller me défendre, ou je peux faire ci, ou je peux faire ça, parce que c'est la loi, parce que c'est la justice. Écoutez, non, il faut absolument, dans certaines situations, être assisté d'un avocat ou d'une avocate, et je dirais même plus, quasiment dans toutes les situations. Qui nous concerne aujourd'hui, oui. Oui, aujourd'hui. Oui. Mais, et les autres, alors, dans quel cas c'est un aparté, parce que l'émission concerne la filiation. Oui. Mais dans quel cas l'individu peut de lui-même se défendre tout seul sans avocat? Parce que moi, justement, dans toutes les émissions, donc la question m'a déjà été posée et j'ai eu un retour d'une personne qui s'était présentée c'est une affaire familiale, hein, évidemment. Et on lui a dit, monsieur, écoutez, le juge lui a dit, monsieur, écoutez, si vous voulez vous exprimer, venez avec un avocat. Alors, quand on est justement devant le juge aux affaires familiales, les procédures, alors tout ce qui est procédure entre personnes mariées, donc là on a typiquement le divorce, nécessite donc la représentation par avocat. Par contre, les procédures qui vont être liées à la fixation des modalités de l'autorité parentale, le droit de visite et d'hébergement, la résidence de l'enfant, pour les couples non mariés et la contribution à l'entretien et à l'éducation, là, c'est sans représentation obligatoire. C'est-à-dire que l'un ou l'autre parent peut saisir seul le juge aux affaires familiales. De vous à moi, maître, celui qui vient sans représentant, c'est quand même plus difficile pour lui de convaincre ou de se faire entendre. C'est ce qui ressort de tous les témoignages. Alors, si parce que vous les gens avez sont de bonne foi, les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin de l'assistance d'un avocat. Des fois, ils n'ont pas les moyens. Bon, on sait qu'il y a des aides qui existent pour ça, mais ils n'ont pas les moyens. Et ils se disent, moi, je peux y aller. Moi, j'ai rien à me reprocher. Et puis, je vais dire ci, et puis, je vais dire ça, et puis, on va m'écouter. Alors, si on a un dossier qui est conflictuel, un dossier où on va avoir un des deux qui assiste un avocat, il est vrai que ça va être plus compliqué en termes d'égalité des armes pour l'autre parent de se défendre tout seul. En plus, on a quand même plusieurs règles et c'est vrai que les gens ne les ont pas toujours à l'esprit. C'est-à-dire que quand on va devant le juge, il faut des pièces, il faut en justifier et il faut les avoir notamment transmises avant l'audience à la partie adverse. C'est ce qu'on appelle le principe du contradictoire, qui est important de respecter. Donc, sans avocat, dans un dossier complexe, conflictuel, ça peut être compliqué parce qu'on ne sait pas forcément quelles preuves sélectionner, les pièces pertinentes, les pièces qui peuvent se retourner contre nous éventuellement, savoir qu'il faut les transmettre avant, sinon on risque de perdre du temps parce que le juge va faire renvoyer l'affaire, alors qu'on avait besoin d'une décision rapide, quand il s'agit notamment de fixer une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Bon. Après, on peut aussi, et ce qui est souhaitable, c'est justement, ce que je conseille souvent, c'est d'aller voir un avocat dès le début, c'est-à-dire que dès la séparation, avant que les choses s'enveniment, parce que on est là aussi beaucoup pour conseiller avant d'aller devant le juge, et il y a beaucoup de choses qui peuvent se résoudre à l'amiable aussi grâce à un avocat. C'est-à-dire que si on est bien conseillé, on peut savoir ce à quoi on a droit réellement, et est-ce que ça vaut le coup forcément d'aller devant le juge? Pas toujours, parce qu'on peut trouver aussi, si on a de l'autre côté un parent assez raisonnable, des accords avec l'autre parent, encadrés par un avocat, puisque maintenant on a la possibilité de faire des actes d'avocat, donc qu'on fera après homologuer par le juge. Donc il y a aussi tout ce conseil, voyez, dès la rupture, avant que les choses s'enveniment, pour fixer les choses du mieux possible dans l'intérêt de tous, quoi. Donc, écoutez, pour fermer la parenthèse, je vais rappeler, puisqu'on a l'utilité
le besoin de se faire représenter, et ça c'est très important, hein, donc je vais rappeler, Maître Valch-Vanessa, je rappelle votre numéro de téléphone, le 01 45 19 97 55 pour nos téléspectateurs, puisque force est de constater que vaut mieux s'adresser à un avocat que de se présenter seul. Et donc vous pouvez représenter un de nos téléspectateurs qui en aurait besoin, d'accord ? Tout à fait. Ça ira ? En matière, donc, comme je vous le disais, différentes matières. Donc, il y a les dossiers relatifs à la filiation, mais il y a également tout ce qui va toucher les affaires familiales en général. Donc, c'est beaucoup plus large que la filiation. Là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, parce que c'est un sujet finalement dont on ne parle pas tant que ça. Les gens souvent se posent pas mal de questions. Oui. On a des choses plus classiques, comme la garde des enfants, où finalement les gens commence à mieux connaître les choses, oui. mais sur la filiation, c'est vrai qu'il y a, disons beaucoup moins que d'informations. la plupart des échanges portent sur le domaine familial, et effectivement, la filiation n'est pas mise en avant, alors que nombre de personnes ont besoin d'informations là-dessus. C'est ça, hein, c'est pour ça justement que nous avons décidé de ce thème sur la filiation, puisqu'on sait que les informations, c'est bien beau d'aller les chercher sur Internet en se disant, bon, je vais lire Google, mon ami, Google, c'est tout. Mais il vaut mieux avoir l'information de la part d'un professionnel. Et d'ailleurs, je vous remercie de m'avoir reçu sur ce thème. Et nous vulgarisons, puisqu'il n'y a pas, on essaie de ne pas entrer dans les termes trop techniques, puisque il suffira, si les personnes ont besoin de soutien ou d'aide, de vous contacter. Et on va continuer donc notre émission. Parce que là, on a vu l'affiliation, les différentes actions d'accès à l'affiliation. On va passer à la contestation. Oui. On va donc passer à la contestation. Et je vous dirais, Maître, en quoi consiste la contestation ? Alors, la contestation, comme on l'a indiqué, c'est une action qui est judiciaire. La contestation, donc, pendant la minorité de l'enfant, elle appartient donc à la mère. Oui. Elle appartient donc à celui dont la filiation a été établie et qu'il souhaite contester, et aussi à celui qui souhaite faire reconnaître sa paternité, mais qui d'abord doit contester. D'accord, celle qui est en place. Qui est en place. Oui, sans que nous le disions précédemment, et nous parlions aussi des types de filiations qui peuvent être contestées. Oui, tout à fait. Si vous voulez juste reprendre là-dessus. Alors, on a donc la filiation qui est établie par la loi, qui peut être contestée, donc on l'a dit, dans des conditions quand même limitées, puisque dès lors qu'il y a une possession d'État de plus de 5 ans, là on ne peut plus. Oui. On a aussi celle qui avait été faite par reconnaissance, elle peut aussi être contestée dans les mêmes conditions, donc c'est-à-dire que si on a une possession d'État de plus de 5 ans, ce n'est plus possible. Et on a aussi celle où on a un acte de notoriété possession d'État. Elle peut, là pour le coup, elle peut être contestée. Donc finalement, tous les types de filiation peuvent être contestés, mais attention toujours à cette question de la prescription. D'accord. Et petite question, vous savez, on parle souvent de contestation au niveau de la paternité. Oui. Qu'en est-il de la contestation au niveau de la maternité ? Alors, le principe pour la maternité, donc la filiation maternelle, elle est établie, c'est celle qui donc figure dans l'acte de naissance. Et dans l'acte de naissance, qu'est-ce qu'on fait figurer ? Normalement, c'est la femme qui a accouché. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile pour le coup à contester. Il faudrait prouver que c'est pas elle qui a accouché. Il faudrait prouver, oui, que c'est pas elle qui a accouché. Mais ça existe. Mais ça existe. C'est prévu par la loi. C'est prévu par la loi. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que l'immense majorité du contentieux, c'est la filiation paternelle. Oui. Paternité. Oui. Alors, moi, d'accord. Donc là, si vous êtes sollicité par une cliente pour une contestation, que doit-elle vous amener comme preuve ? Donc, on parle des démarches. La cliente veut contester. Je parle d'une cliente, ça pourrait être tous les cas de figure que vous avez cités, mais je cite une cliente, c'est le cas donc, qu'on peut retrouver le plus souvent.
elle vient vous voir, qu'est-ce qu'elle doit ramener, comment peut-elle vous aborder, comment doit-elle vous aborder, ce dont vous avez besoin? Alors, tout ce qui pourrait être, tous les éléments qui rendent invraisemblable donc cette filiation, qui montre qu'elle n'est pas conforme à la réalité. Ça peut être, par exemple, le fait que la personne qui a reconnu l'enfant, elle ne la connaissait pas au moment de la conception. Qu'au moment de la conception, justement, elle avait une relation avec quelqu'un d'autre. Donc, Ça, ce serait la possession d'État. Enfin, on se rejoint parce qu'il y a pas... Enfin, je ne veux pas... comment dirais-je me disperser, mais la possession d'État, me semble-t-il aussi, dans sa notion, elle existe dans le fait que le monsieur fréquentait la dame dans la période de sa grossesse. Alors, la possession d'État, pas forcément. D'accord. La possession d'État, elle peut avoir commencé après la naissance. D'accord. Vous voyez, elle peut avoir commencé 1 an après la naissance. C'est à partir de la reconnaissance, par exemple, on peut avoir une possession d'État. Pas une espèce, mais je crois qu'il y a un cadre de 180 ou 300 et quelques jours, non? Alors ça, c'est pour... ça, c'est pas par rapport à la possession d'État, c'est ce qui permet d'écarter, par exemple, la présomption de paternité. Si, par exemple, il y a une instance en divorce qui a été engagée avant la période de conception, oui. Si on a déjà le divorce prononcé, ou si on a un divorce par consentement mutuel qui a été déposé au rang des minutes du notaire, Oui. donc avant cette période. Donc là, ça permet complètement d'écarter la présomption de paternité. D'accord. Parce qu'on sait que si les personnes étaient déjà divorcées pendant cette période... D'accord, donc je vous ai interrompu parce que cette notion de possession d'État, c'était un peu ambigu. Et je vous prie de bien vouloir revenir sur le fait que la cliente, elle arrive donc et qu'elle arrive. Elle veut contester la paternité. Que faut-il qu'elle amène? Vous parliez de preuves, donc je vous laisse... Oui, donc ça peut être des témoignages de personnes qui disent qu'à cette période, elle était en relation avec quelqu'un d'autre. Ça peut être des correspondances qu'ils avaient entre la personne, le véritable père, voilà. Ou par exemple, il sait que... Ou des lettres d'amour. Oui, voilà, tout à fait. Oui. Oui. Tout ça, c'est des éléments de preuve. Oui. Et sachant qu'après, donc ça, c'est des premiers éléments qu'elle va donner. Et si on est en recherche de paternité, enfin, là, on est dans la contestation. On est dans la contestation. Oui. Donc, dans la contestation aussi, il peut y avoir la recherche ordonnée par le juge, la recherche scientifique. Donc, et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que le père dont la filiation est établie oui. Et qui est contestée, oui. S'il refuse, lui, de faire les tests, et ben, le juge, lui aussi, en tire les conséquences pour dire qu'il n'est pas le père. Pour dire qu'il n'est pas le père puisqu'il n'a pas voulu y aller. Là, c'est l'inverse. Vous voyez, celui contre qui on agit en contestation de paternité et qui ne va pas faire les tests, c'est un aveu, c'est considéré comme un aveu qu'il n'est pas le père. D'accord. Mais un aveu, oui, qui a de lourdes conséquences. Oui. Mais donc, la question que je pose maintenant, mais qui devrait arriver plus loin, la personne a un doute sur la paternité. Oui. Est-ce qu'elle peut d'elle-même faire un test de paternité en Suisse, en Belgique, en Hollande, ou j'en sais rien, avec les cheveux, la salive, etc. Est-ce que ça, c'est valable auprès d'un juge? Est-ce que c'est valable devant un tribunal? Pas du tout, non. Là, il faut savoir, là je dis tout de suite stop, c'est une preuve qui n'est pas recevable. La seule preuve donc, de test de paternité recevable, c'est quand le juge l'ordonne. D'accord. Ordonné par le juge. Si donc moi, la personne lambda, je pense que je ne suis pas le père, je fais faire un test, que j'ai des résultats qui prouvent que je ne suis pas le père, je ne peux rien faire. Vous ne pouvez rien en faire. Par contre, vous pouvez aller contester judiciairement votre paternité. Et là, le juge ordonnera le test. Oui. Voilà. D'accord. Donc, je peux aller contester, le juge ordonnera le test. D'accord. Donc, parce qu'on entend dire, oui, ça, tu fais ci, tu fais ça, les gens, ils en parlent. C'est comme les détectives qui prennent des photos. Oui, mais ça tient pas. Ouais. Ça, c'est pas valable juridiquement. Et par contre, alors attention,
je peux aller en contestation de paternité si mon lien de filiation est établi avec cet enfant, seulement si je n'ai pas cette fameuse possession d'État depuis plus de 5 ans. Oui, Encore une fois. Encore une fois, puisque Si sinon le père se dit ça et alors que l'enfant sinon est déjà... c'est irréversible, disiez-vous. Voilà, après, voilà. Parce qu'il y a cette idée de sécuriser l'enfant vis-à-vis de celui qui s'est comporté comme son père depuis des années. D'accord. Donc, quelles sont les conséquences alors qu'est-ce qui en découle? Puisque là, j'ai contesté, on parlait de contestation. La contestation aboutit. Donc, voilà. On peut faire maintenant l'action en recherche de paternité. Ouais. Et si tout ça, c'est d'accord, on a trouvé, c'était pas la personne, d'accord, il est prouvé que c'est pas elle. Qu'est-ce qui en découle? C'est-à-dire, je pense que parce que vous avez un extrait d'acte de naissance, vous avez une filiation, vous avez pas mal de choses qui ont déjà été mises en place. Oui, mais justement, la décision judiciaire peut faire annuler ça. Donc, on fait table rase de toutes ces informations, mais quid du nom? Parce que l'enfant, il portait un nom. Alors, le nom, en effet, peut être amené à être modifié via l'action judiciaire. Ah oui. Tout à fait. Alors, par contre, ce qui est important aussi de savoir, c'est que quand bien même donc on a l'action en contestation de paternité qui aboutit, le juge peut quand même statuer sur les liens qui peuvent rester avec celui qui a été considéré comme le père. Donc, il statue sur est-ce que ce père va pouvoir continuer, enfin ce père qui n'est plus le père. Oui, mais l'obligation alimentaire et les droits, en fait, parce qu'il avait l'autorité parentale, il avait l'autorité alimentaire. Oui. Il ne va pas continuer, enfin, je ne sais pas, hein, vous me direz par rapport au texte de loi, mais il a une obligation alimentaire, il a toujours fait. Maintenant, on dit, voilà, c'est pas ça. Il ne va pas continuer quand même, même si le juge regarde s'il était bien, bon, etc., même s'il est bon, il ne va pas continuer à assumer cette obligation alimentaire. Non, mais par contre, dans l'intérêt de l'enfant, et si le père, ici, celui qui n'est plus le père, le souhaite également, il peut y avoir des liens qui sont maintenus entre eux. Donc, il n'y a pas la disparition de tous les droits, en fait, qui étaient en place. Oui. Les droits et obligations peuvent rester ou un peu, ou partiellement ou... Partiellement dans l'intérêt de l'enfant pour que ce ne soit pas une rupture brutale vis-à-vis de cet enfant. C'est toujours ce qui doit guider le juge, c'est toujours le grand principe de l'intérêt de l'enfant. Et le changement de nom, vous parliez du changement de nom, donc il y a une limite pour changer le nom ou pas? Alors oui, il y a une limite, notamment si le mineur est âgé de plus de 13 ans, il va être interrogé justement sur le fait est-ce qu'il souhaite ou pas changer de nom. Oui. On doit avoir un consentement du mineur à ce moment-là. Et puis, pareil, à partir de 13 ans, de toute façon, il faut l'avis on entend de l'enfant. On l'entend. Ouais, et après, quand il est majeur, c'est lui qui décide. Et oui, tout à fait. Même si lui, il dit, moi, je veux garder ce nom-là. Il est majeur. Il dit, moi, je veux garder le nom. Il garde le nom. Oui, et même à partir de 13 ans. Et même à partir de 13 ans. D'accord. Parce qu'on estime qu'il est déjà bien connu sous un certain nom et il n'a pas envie forcément parce que même à l'école, etc., même les majeurs, il a déjà une activité professionnelle. Donc changer de nom, ça peut être assez perturbant, tout à fait. Je vous avais posé une question, combien de jours pour reconnaître l'enfant après sa naissance et les conséquences si ce délai est passé? Vous m'aviez dit qu'il n'y avait pas de jours. La grande distinction, c'est si on le fait avant le premier anniversaire de l'enfant. Dans ce cas-là, l'avantage, c'est qu'on a bien l'autorité parentale automatiquement. Par contre, si on le fait plus d'un an après sa naissance, on n'a pas d'autorité parentale automatique et il faut aller la demander au juge. C'est-à-dire qu'il faut saisir le juge sur l'autorité parentale pour savoir accorder. Mais cet enfant, un an, il ne restera pas un an sans papier. Ah, mais il aura quand même un acte de naissance, simplement une filiation établie uniquement à l'égard de sa mère. D'accord, donc c'est plus clair. Et c'est un acte de naissance tout à fait valable, on peut avoir... Et même si la mère n'a pas fait la démarche? Ah, ça, c'est fait automatiquement à la maternité. La mère qui accouche, oui, on la met sur l'acte de naissance. Sauf si elle accouche sous X. Si elle accouche sous X. Mais bon, peut-être qu'il y a des loupés alors dans certains hôpitaux, c'est possible.
Normalement, vous avez En principe, toujours... il y a le passage d'une personne déléguée de l'état civil et donc, vient, qui dresse après l'état civil l'acte de naissance de l'enfant, et vous aurez toujours une filiation maternelle, sauf accouchement sous X. Et la question qui m'a été soumise, donc l'enfant reconnu par son père en mairie, donc le père va reconnaître l'enfant en mairie. Avant ou après la naissance. Après la naissance, on parle d'après la naissance, l'enfant est reconnu par son père. Sauf que initialement, c'est une vie maritale. Hein. Initialement, il était convenu que cet enfant porte les deux noms. Oui. Monsieur, Madame. Martin Dupont. Il déclare Martin. Son nom à lui. Son nom à lui. Donc l'enfant, l'acte de naissance n'est établi qu'à ce nom-là. Il n'y a pas le nom de la mère. Et la mère voulait qu'il y ait les deux noms. Quelle est la démarche à faire pour que cet enfant ait le nom de la mère accolé au nom du père? Alors, à défaut d'accord des parents, maintenant... Non, mais s'ils étaient d'accord. Mais sauf qu'il ils étaient d'accord. Il ne l'a pas fait. Mais l'acte de naissance est déjà établi. Comment modifier ça? Je parle officiellement pour les pièces d'état civil. Oui. Alors maintenant, on a une réforme assez récente là sur le nom qui permet d'ajouter sans difficulté le nom d'usage. Par contre, si on veut faire vraiment modifier, c'est-à-dire que le nom de la mère pourra être ajouté de toute façon en nom d'usage, mais sinon, si on veut que ce soit au-delà du nom d'usage, il faudrait faire une procédure également sur un changement de nom. Oui, non, là, c'était juste accoler le nom qui avait été omis. Il ne s'agissait pas de... Donc, le nom d'usage reste le même. Hein. C'était juste mettre le deuxième nom. Oui, le deuxième nom. C'était juste ça, en fait. D'accord. C'est pas de tout revoir, de tout remettre en cause. En tout cas, maintenant, c'est très simple de le mettre. C'est plus simple maintenant. Oui, sur la pièce d'identité, notamment, puisqu'on peut le rajouter sans difficulté. Mais cette loi, elle date... Enfin bon... Je ne sais pas, parce que la personne m'a parlé de 2021. 2021, ce n'est pas si vieux, nous sommes en 2024. Là, c'est en 2022. Ah, d'accord. Donc, la loi, elle est sortie après. Oui. Parce qu'à l'époque, si mes souvenirs sont exacts, il était question de tribunal, de nouveaux livrets de famille, etc. Oui, c'était plus compliqué. Oui, il fallait... Donc, c'était une décision du tribunal. Oui. Donc, c'est bien qu'ils aient quand même facilité la tâche à ce niveau-là. Donc, les questions concernant la suspicion, donc, la question suivante, le juge peut-il refuser une demande de test de paternité? Alors... Ce que vous disiez tout à l'heure, il va voir le juge. Oui. On ne perd pas le fil. Il a un doute, il va voir le juge. Il a fait de son côté, il sait que c'est pas lui puisqu'il a demandé les tests ADN, etc. Maintenant, il se présente accompagné d'une avocate ou d'un avocat, puisqu'il en faut un dans ces cas-là. Oui, tout à fait. Et est-ce que le juge peut lui dire non, monsieur? Le juge, comme maintenant, c'est une... Ou alors il faut qu'il soit bien représenté. Oui, mais il n'y a pas de raison que le juge refuse. D'accord. Il n'y a pas de raison que le juge refuse si on est bien dans le délai d'action, qu'il n'y a pas de difficulté, que la prescription n'est pas acquise. Il n'y a pas de difficulté sur le fait d'avoir recours à cette preuve. Alors, est-ce que le père peut refuser de reconnaître l'enfant? Je sais que bon, la réponse est le de source. Tout à fait, oui, il peut refuser, mais dans ce cas-là, la mère ira en action en recherche de paternité, avec toutes les conséquences qui en découlent, notamment, comme on l'a vu, demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, pour les 5, jusqu'à 5 ans en arrière. Oui, avec la rétroactivité. Oui. D'accord. Écoutez, maître, on arrive sur notre dernier thème qui est... L'adoption, je crois. Voilà, vous suivez. Vous suivez, nous suivons. Donc, l'adoption, alors, disons que c'est un sujet quand même qui préoccupe beaucoup de gens, parce que avec toujours l'évolution de la société, nous savons que il y a pas mal de gens qui voudraient et qui ne peuvent pas aussi avoir un enfant. Oui, tout à fait. Donc, je ne vais pas parler, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais donc ces gens-là, puisque ce sont eux qui se sont le plus adressés à moi,
Donc, on va essayer de répondre à leurs questions. Hein. On essaiera de répondre à leurs questions à travers un petit déroulé que j'ai préparé. C'est vous qui répondrez, bien sûr, en vulgarisant toujours, puisque donc pour l'accessibilité de l'information. Donc, déjà, l'adoption. Quelle figure d'adoption existe-t-il? Quelles sont les figures qui existent? Alors, on a... Je veux dire, c'est clair, c'est net, l'adoption, vous voulez adopter, il y a telle et telle possibilité. On a deux grandes familles d'adoption. On a Oui. l'adoption plénière Oui. et l'adoption simple. L'adoption plénière... Attendez, maître, oui. comme je vous ai dit, on va vraiment sectionner Oui, bien sûr. l'information. On va rester sur l'adoption. On commence par donc l'adoption simple. L'adoption simple, d'accord. On leur parle de l'adoption simple. Et après, la plénière, bien sûr, ce sera en parallèle, parce qu'on pourrait dire ça, c'est ça, l'autre, c'est ça. On fait d'abord l'adoption simple, Oui. et après, on passera à l'adoption plénière. Volontiers. Donc, pour l'adoption simple, je vous laisse en parler, puisque c'est la nature de cette adoption et tout ce qui en découle, en fait. L'introduction, adoption simple, dans quel cas? Alors, l'adoption simple... Et comment? Oui. Il faut savoir que c'est un type de filiation qui ne se substitue pas aux filiations qui existaient déjà, mais qui vient s'ajouter. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut avoir un enfant qui a déjà une filiation bien établie, et cette filiation-là qui va venir s'ajouter et non se substituer, qui ne viendra pas annuler l'autre filiation. D'accord ? C'est comme s'il avait, excusez-moi de vous interrompre, mais c'est comme s'il avait plusieurs parents. Oui, c'est comme s'il avait plusieurs parents. Tout à fait. Et dans cette filiation, on a le cas notamment de l'adoption de l'enfant de son conjoint. L'adoption de l'enfant de son conjoint. Pendant longtemps, c'était l'adoption de l'enfant de son épouse, parce que c'était limité à ça, ou de son époux. C'est-à-dire que c'est une femme, par exemple, qui avait déjà eu, donc il y a eu un enfant avec un homme pour lequel il y a une filiation qui avait été établie, mais qui s'est désintéressée de l'enfant, d'accord ? Et vous avez cette femme qui se remarie avec un homme qui se comporte finalement comme le père de l'enfant. Comme le père de l'enfant. Oui. Alors, ce serait dans le cadre d'une famille recomposée, en fait. Oui, tout à fait. Une famille recomposée, et notamment beaucoup le font parce que même, vous voyez, ce père qui adopte... Alors, avant, c'était mariage. Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert, puisque c'est également le partenaire pacsé, ou même le concubin. D'accord. Et il y a des conditions de différence d'âge quand même, c'est-à-dire qu'il faut avoir quand même au moins 15 ans de différence avec... ça a été réduit à 10 ans avec l'enfant. Oui, ils l'ont réduit à 10 ans? Oui, ça a été réduit à 10 ans. Enfin, il y en a, ils n'ont pas 10 ans, il y en a lorsqu'il est plus âgé, mais enfin, bref. Oui, mais il faut que l'adoptant ait quand même au moins donc 10 ans de plus que son adopté. Que l'adopté. Et donc ça, vous le voyez notamment dans typiquement les familles recomposées, où vous avez donc un parent qui a déjà des enfants, celui qui adopte a déjà ses propres enfants, mais il veut considérer l'enfant de son conjoint comme le sien. Voilà, comme le sien, vous avez compris. Donc, on a beaucoup cette hypothèse. C'est l'évolution de la société. On n'en parle pas tellement de ce type d'adoption, parce que beaucoup de gens se disent l'adoption, c'est des gens qui n'ont pas d'enfants, ils adoptent. Mais en fait, vous avez aussi beaucoup ce cas-là. Au sein donc d'une famille recomposée, madame rencontre un monsieur qui ils se mettent ensemble. Elle avait déjà des enfants, ses enfants avaient une filiation. Et ce nouveau compagnon, conjoint, veut adopter les enfants de la dame, donc il a le droit de les adopter. Tout à fait. Et il n'a même pas besoin d'avoir l'accord en adoption simple du père. Du père du père génétique. Tout à fait. Il doit juste être informé, ce père-là.
Enfin, même au-delà du père génétique, du père avec lequel il y avait déjà la filiation établie. Oui, du père, oui, tout à fait. C'est pour ça que cette filiation, elle s'ajoute, elle ne se substitue pas, donc on n'a même pas besoin de l'accord et s'il conteste, du père. Il ne peut pas contester. Et pour le coup, si on a une non, ça va être non, il ne pourra pas contester celle. Ouais, c'est quand même. Parce que c'est simple, une adoption simple. Oui. D'accord. Et ça ne touche pas à sa filiation, finalement. Sa filiation, elle reste. Oui. Parce que cette filiation s'ajoute. Sa filiation, elle reste, oui. OK. Parce que cet enfant-là, en fin de compte, il est là. Pour une succession, par exemple, cet enfant-là, il gagne partout. Cet enfant-là, oui. Enfin, quand je dis il gagne, c'est pas ça. L'enfant, il n'est pas là pour demander, je veux pour ci ou pour ça. Non, il ne savait peut-être même pas, vu son âge, etc., puisque la décision a été prise par des adultes. Hein. Mais lors d'une succession, si les parents, au décès des parents, lui, il gagne sur tous les tableaux, en fait. Il peut héritier de la première filiation. Enfin, si je me trompe, vous me dites. Il continue à hériter de la première filiation. Du nouveau aussi. Celui qui l'a adopté, justement dans un esprit d'égalité avec ses autres enfants. Oui, ok, d'accord. Oui, mais on en apprend. Hein. Donc, on a les conditions. Ce qui n'est pas le cas dans l'adoption plénière qu'on verra après. Oui, on la verra après. Donc, il y a l'autorité parentale, l'obligation alimentaire. Tout à fait. Et dans ce type d'adoption, donc l'adoption simple, le nom, non. Alors, le nom, là encore, c'est... Le nom, le prénom, moi je reviens. Le nom, le prénom... L'un ne va pas sans l'autre. Le nom, le prénom, peut changer, sauf qu'on demande toujours l'accord des différentes parties, et notamment de l'enfant s'il a au moins 13 ans. Ah oui, donc il peut changer de nom et de prénom. Le prénom, plus rarement, mais le nom, oui. C'est plutôt le nom qui va être touché. Oui, il peut avoir comme nom ajouté le nom de l'adoptant. Ah oui. Ok, d'accord. Et pour finir avec l'adoption simple, la révocabilité. Alors, donc ce principe d'adoption... Est-ce possible ? C'est possible uniquement pour des motifs très graves. Oui. Par exemple, s'il y a eu une infraction pénale très grave de l'un sur l'autre, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est des cas, l'idée c'est que l'adoption ne revienne pas dessus. C'est le principe d'irrévocabilité, sauf cause extrêmement grave. D'accord, mais qu'est-ce que vous entendez par cause grave Par exemple... Enfin, juste un exemple, c'est comme ça, quoi. Ça peut être des violences... D'accord, je vois. Je comprends aussi. Et je pense que les téléspectateurs comprennent aussi. Donc, dans ce cadre-là, il peut y avoir révocabilité d'une adoption simple. Oui. D'accord. Donc, maintenant... Mais on va toujours regarder quand même l'intérêt de l'enfant, toujours, par rapport à ça. L'intérêt de l'enfant. D'accord. Et est-ce que, j'ai une question subsidiaire, est-ce que l'adoption permet de changer de nationalité ? La simple. On va parler chaque question pour l'une et pour l'autre. Donc, l'adoption simple. Alors, l'adoption simple, ça va être une question en fonction des règles de nationalité. Est-ce qu'ils peuvent obtenir la nationalité automatiquement ? C'est la question plus précise. Alors ça va dépendre des lois nationales dont la loi de la nationalité dont est issu l'adoptant. Oui. Ça va être au cas par cas. C'est peut-être que dans certaines lois nationales, c'est pas reconnu. Ou c'est, ok. Donc, mais ça peut, le cas échéant, oui, selon les lois nationales de l'adoptant sur la nationalité, changer la nationalité, ajouter une nationalité. Ajouter une nationalité, oui, donc, mais je sais pas, le principe des doubles nationalités, ça existe encore ? Là encore, ça dépend de la loi nationale en question, qui n'admet pas forcément.
Oui, parce que c'était ça la question. Est-ce que ça permet d'obtenir la nationalité automatiquement ou est-ce que ce sont les parents qui doivent demander quand et comment? C'était ça la question. Mais bon. On va passer à l'adoption plénière, en fait. Pour l'adoption plénière, donc je vous laisse développer l'adoption plénière, les conditions. Alors, est-ce que c'est déjà? L'adoption plénière, c'est une adoption qui se substitue donc à une autre filiation qui pourrait exister. D'accord. Là, typiquement, si vous aviez une filiation vis-à-vis d'un père ou d'une mère, c'est une filiation nouvelle complètement et qui va être exclusive des autres. C'est-à-dire que les autres ne vont plus exister. D'accord. Donc, à l'origine, j'ai une filiation et cette nouvelle filiation fera table rase de mon ancienne filiation. Oui, tout à fait. D'accord. Ça se substituera en fait. Alors après, là encore, j'ai le cas de la filiation donc l'adoption plénière par le conjoint de l'autre parent. Oui. Là, par contre, ça ne va pas se substituer à la filiation, par exemple, maternelle. Ça va reprenons, maître, reprenons. Attendez. Alors, par exemple, là, j'ai une femme donc, qui a eu un enfant. Oui. Et donc, son conjoint veut l'adopter. Donc, par exemple, s'il n'avait pas eu de filiation paternelle, on peut avoir une adoption plénière sans difficulté. Si, par contre, on avait déjà une autre filiation paternelle, là, pour qu'il y ait une adoption plénière, il faudra l'accord de la personne qui avait déjà du père précédent. Avec son accord, on peut faire une adoption plénière. Contrairement à l'adoption simple. Simple, où là, on n'avait pas besoin de l'accord puisque ça vient en plus. D'accord. Là, dans la mesure où ça substitue, il faut l'accord du père. L'adoption plénière, on va la voir beaucoup pour les enfants qui ont été pupilles de l'État. Voilà. C'est plutôt dans ces cas-là qu'on va la voir. Il faut savoir qu'il y a des conditions, notamment pour ces parents-là. Il y a un agrément qui n'est pas facile à obtenir. D'accord. Voilà. Agrément qu'on a aussi dans l'adoption simple, mais hors, bien sûr, cas de l'adoption de l'enfant du conjoint. Là, on n'a pas besoin. Comme dans l'adoption plénière de l'enfant du conjoint, on ne l'a pas. Mais voilà. Donc ça, c'est la question de l'agrément. Il y a la question de l'âge. Donc, il faut avoir au moins 26 ans. Là, pour le coup, il faut avoir 15 ans de différence avec l'adopté. Ah oui, ça, voilà. On a différentes conditions, telles que celle-ci. Et ça engendre quoi au niveau de l'autorité parentale? La personne qui a l'adoption plénière a l'autorité parentale, bien sûr, après, avec tous les droits et obligations qui en découlent. Oui. Et donc, s'il y avait une ancienne filiation, bien sûr, il n'y a aucune autorité parentale de l'ancienne filiation qui n'existe plus, qui est anéantie par cette filiation-là. Donc, dans la suite, il y a aussi l'obligation alimentaire, donc ça coule de source. Bien sûr. D'accord. Oui, tout à fait. Et nous parlions tout à l'heure des noms-prénoms. Je reviens systématiquement, là, je pose à droite, je pose à gauche. Exactement. Puisque nous avons la simple et la plénière. Donc là, l'enfant va porter le nom des adoptants dans le cadre de l'adoption plénière. Enfin, puisqu'il n'y aura plus de filiation antérieure de toute façon. Et la fameuse question concernant la nationalité? Alors là, la nationalité, normalement, il acquiert, la nationalité des adoptants. D'accord, donc il prend automatiquement la nationalité parce que des Français qui adoptent une adoption plénière, les parents sont français, l'enfant prend la nationalité française, automatiquement. Alors, je simplifie, on a dit qu'on vulgarise, mais bon. En France, oui. Après, pour les autres nationalités, je ne sais pas si ça fonctionne. Il faut voir mais pour la nationalité française, oui, si on adopte un enfant, il est considéré comme étant aussi français, puisqu'il est... Alors, normalement, le français est né de parents français. Donc, oui. Donc, c'est non, oui. Écoutez, c'est vrai il n'y a pas de problème. C'est une particularité, parce qu'on ne peut pas non plus être sur toutes les particularités, mais c'est un point.
par rapport à la plénière. Et pour la succession au niveau de l'héritage, Oui. ce ne sera pas la même donne que pour l'adoption simple. Alors, comme vous l'aviez indiqué, dans le cadre de l'adoption simple, l'enfant, s'il avait une filiation préalablement, il continuait à être héritier de son parent dont la filiation n'a pas été anéantie, puisqu'on est en adoption simple, ça s'ajoute. Ouais. Par contre, en adoption plénière, il n'y a plus la filiation antérieure. Donc, il n'hérite pas il n'hérite que de ses adoptants. Des adoptants, tout à fait. Uniquement. Il sera sur celle-ci. Et puis la révocation, maître, pour finir. Alors, la révocation, elle n'existe pas en adoption plénière, mais dans des cas rares, le juge peut faire passer de l'adoption plénière à l'adoption simple. Mais ça ne se voit pas normalement. Mais voilà. Le principe, c'est vraiment d'irrévocabilité de cette adoption. D'accord, maître. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter concernant donc, tout ce dont nous avons parlé pendant cette émission. Je rappelle votre numéro de téléphone quand même, hein, maître Valche Vanessa, le 01 45 19 97 55. 01 45 19 97 55. Donc, si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas. Vous pouvez vous adresser à elle. Et je vous dis, maître, à bientôt pour une prochaine émission. Donc, le thème, on verra par rapport aux informations, puisque je demande, comme vous le faites déjà, hein, mais à ceux qui nous regardent et qui suivent notre émission Avocat Téléantilles, de bien vouloir m'adresser donc vos questions, les sujets qui vous intéressent dans l'adresse mail, donc jocelyn.elismar.teleantilles@gmail.com. Et on verra, donc je verrai à les poser à Maître Valche lors de la prochaine émission. Mais n'hésitez surtout pas, n'hésitez pas à poser vos questions. Et voilà, quoi, c'est ouvert. Vous savez, Téléantilles, comme dirait donc le président, c'était les PIA, c'était les nous. Et on est là pour œuvrer, pour vous aider, vous apporter toutes les informations utiles et nécessaires, ce dont vous auriez besoin, pour vous permettre d'accéder à ça, quoi, en fait, puisque c'est pas à la portée de tous. Et surtout que Maître Valche, c'est notre avocate, donc je tiens à le souligner. Et Maître, si vous voulez, je vous laisse conclure. Bien écoutez, j'étais ravie de pouvoir m'exprimer sur ces sujets que je trouve passionnants. Ouais. Et je dis aux téléspectateurs de Téléantilles à bientôt. Oui, Maître, écoutez, Mamaï, donc nous disons à bientôt. Allez, Téléantilles, Télé-PIA.